Leçon 14, charge répartie. Rappel d'abord avant de commencer la leçon, la pression. Alors, quand on a une surface, donc dont l'air ici donné en mètres carrés, sur laquelle est exercée une force uniformément répartie sur celle-ci, donc exemple ici, force qui se répartit uniformément sur l'air A, la pression sur cette surface est donnée par le quotient entre la force et l'air. Donc, les unités, dans ce cas-là ici, lorsque j'utilise des newtons ici et des mètres carrés, les unités seront des pascals. Deuxième rappel, la contrainte unitaire. Donc, lorsque je donne l'air de la surface en millimètres carrés, une force en newton F répartie uniformément sur celle-ci. Donc, la contrainte unitaire est force divisée par l'air. Et dans ce cas, donc, les unités obtenues pour la pression ou contrainte unitaire, là, donc pression ou la contrainte, sont des mégapascales. Donc, lorsque je mets la force en newton et l'air en millimètres carrés. Ce qu'on remarque de ça, c'est que la contrainte unitaire, physiquement, c'est une pression. Donc, c'est une force par unité d'air. Et selon les unités qu'on utilise, ben, ce sera en pascal ou en mégapascal. Résumé de la leçon 14. On commence avec le résumé, puis vous pourrez y revenir après, là. Donc, une masse volumique, une masse M répartie dans un volume V donne une masse volumique, ρ égale M sur V. Une charge F, donc en newton, une force répartie sur une aire A, donne une charge surfacique ou pression donnée par force divisée par l'air. Et finalement, une charge F répartie sur une longueur L donne une charge linéique égale à F divisé par la longueur. Donc, on y va avec notre leçon 14. Les objectifs ici, premièrement, connaître la définition des termes suivants. Masse volumique, pression, charge surfacique et charge linéique. Donc, ces deux-là ici, là, je vous le dis tout de suite, ce sont des synonymes. Deuxième objectif, relier la charge totale, donc que ce soit la masse ou la force totale, avec la masse volumique, la pression ou la charge linéique. Alors, notre première définition, c'est la masse volumique. Donc, le symbole de la masse volumique, ρ, donc ici R, HO, les unités des kilogrammes par mètre cube. Et donc, soit une masse M, donc la masse est exprimée en kilogrammes, distribuée uniformément dans un volume V en mètres cubes. On peut imaginer, par exemple, de l'eau qui remplit un réservoir. On peut imaginer aussi du béton. Donc, la masse du béton est distribuée uniformément dans le volume. Un morceau de bois, la masse est distribuée uniformément également. Donc, la masse volumique est définie par tout simplement le ratio de la masse en kilogrammes par le volume. Donc, la masse volumique est exprimée en kilogrammes par mètre cube. Voici quelques exemples de masse volumique de différents matériaux. Un qui est pratique à se souvenir, l'eau ici à 1000 kg par mètre cube. Donc, c'est un peu une valeur de référence. On voit que le bois est plus léger, à 600 kg par mètre cube. Donc, le bois flotte sur l'eau. Béton, aluminium, évidemment, acier, c'est plus lourd que l'eau. Donc, ça a des masses volumiques qui sont plus élevées que l'eau. Prochaine définition, charge surfacique. Il n'y a aucun symbole pour la charge surfacique, bien que vous allez voir qu'on peut lui associer physiquement, ça représente une pression, là. Vous le voyez tout de suite avec les unités, c'est soit en pascal, soit en kilopascal, soit en mégapascal. Ce sont physiquement les unités d'une pression. C'est juste qu'on donne un nom différent ici. Donc, quand on a une charge F en newton distribuée uniformément sur une surface A en mètres carrés, la charge surfacique est définie par F sur A. Et ça ici, c'est physiquement, c'est une pression. Donc, charge surfacique, pression ou encore contrainte unitaire, là,
Ce sont les unités qui diffèrent un petit peu, mais physiquement, c'est la même chose. Exemple d'utilisation des charges surfaciques dans le domaine du bâtiment. Donc, le code du bâtiment va préciser les charges surfaciques que doivent supporter, par exemple, les planchers, les toitures et les murs. Un exemple ici. Donc, dans le code du bâtiment, selon l'usage prévu d'un plancher, vous avez une certaine pression qu'il doit être capable de supporter. Donc, un plancher résidentiel, on a 1,9 kPa. Donc, c'est vraiment les unités là, qui sont utilisées dans le code du bâtiment. Des kilopascals, salle de classe 4,8, bibliothèque 7,2. Ça veut dire quoi? Plus ça s'est élevé, plus chaque mètre carré de surface, donc 1 mètre carré de la surface de la pièce ici, ben, il peut supporter une force qui est plus grande. Donc, ici, 1 mètre carré va supporter 1900 newtons ou environ 190 kg. Ici, on a 4800 newtons. Donc, ça, c'est toujours pour 1 mètre carré. Puis ici, c'est 7200 newtons pour un seul mètre carré. Donc, grosso modo, là, 1000 newtons, c'est à peu près un joueur de football. Donc, sur un plancher de maison, vous mettez 2 joueurs de football dans 1 mètre carré. Dans une salle de classe, vous pourriez en mettre 5 dans 1 mètre carré, puis le plancher va encore résister. Puis dans une bibliothèque, vous pouvez en empiler 7 dans un seul mètre carré, puis le plancher va encore résister. Donc, on comprend que ce n'est pas physiquement possible d'entasser autant de monde dans 1 mètre carré. Là. Donc, c'est pour ça ici, là, ça c'est des valeurs plus usuelles là, pour les surfaces où les gens vont marcher. Bon, on continue. D'autres exemples ici. Pression de vent à supporter. Ben, le vent, ça exerce une force, hein, vous le savez, si vous avez fait du bateau, si vous avez fait du vélo. Le vent, ça pousse, ça exerce une force. Donc, ça veut dire que chaque mètre carré de surface va recevoir une certaine force. Puis ici, ben, la pression de vent à supporter, chaque mètre carré de surface doit ici supporter 420 newtons de force. Donc, 1 mètre carré de surface doit être capable de supporter 420 newtons de force de vent. On voit que ça varie un petit peu là, selon les régions. Également, la pression de neige à supporter. Donc, chaque mètre carré d'une surface de toit doit pouvoir supporter ici 2600 newtons de neige ou 260 kg de neige environ à Montréal, 250 kg à Drummondville, 360 kg à Québec et 380 kg à Rimouski. Donc, évidemment, comme on ne connaît pas la dimension du toit, on normalise tout ça par mètre carré. Donc, chaque mètre carré de toit doit pouvoir supporter une valeur de charge bien précise. Donc, c'est là-dedans, c'est ça qu'on utilise dans le code du bâtiment. Troisième définition, la charge linéique, donc une force F en newton uniformément répartie sur une longueur L en mètres. Je vous donne un exemple ici. Ben, on a une personne qui est couchée sur un pont de corde. Ben, la charge n'est pas concentrée en un seul endroit. Elle est répartie sur l'ensemble de la distance sur laquelle se trouve la personne. Ben, la charge linéique ici, on n'a encore une fois pas de symbole pour ça. Alors, c'est tout simplement la force divisée par la longueur sur laquelle elle se répartit. Elle s'exprime en newton par mètre. La représentation, donc admettons qu'on a une charge linéique. Ici, ben, c'est une personne qui est couchée sur une planche. Donc, la représentation schématique, là, ce sera une espèce de rectangle avec des lignes verticales. Donc, ça ici, ça nous indique qu'il y a une charge qui est répartie sur une certaine longueur. Et on va habituellement préciser la valeur de la charge linéique. Donc, par exemple, 10 newtons par mètre. Donc, on préciserait, là, ça c'est un exemple, on préciserait la valeur de la charge linéique. Donc, ça fait le tour pour les définitions. Ce qu'on va faire maintenant, c'est un exercice. Donc, c'est l'exemple 14.1. Alors, c'est un mur de briques qui est déposé sur une semelle. Donc, typiquement, quand on veut construire un mur de briques, par exemple un muret extérieur, on ne va pas le déposer directement sur le sol, on va le déposer sur une semelle, souvent de béton. Alors, on a une vue en coupe du mur
et toutes les dimensions sont en millimètres. Donc, on a 300 mm de largeur pour le mur, 1200 de hauteur pour le mur, et la semelle de béton, on a 150 mm d'épaisseur par 900 mm de largeur. Vous remarquez qu'il semble manquer une dimension, donc la longueur semble être absente. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire sans ça. Alors, quelle est la charge linéique exercée par le mur sur la semelle de béton? Ça va être notre première question. Et vous allez voir que ce soit pour la question A, B ou C, on peut toujours s'en sortir sans connaître la longueur du mur. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut supposer que le mur a une longueur de 1 mètre. On va faire cette supposition-là. Maintenant, pourquoi 1 mètre? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 3? Vous allez voir qu'à la fin, ça ne change absolument rien parce que à chaque fois que je suppose une longueur pour le mur, je vais me retrouver à diviser par cette même longueur-là à la fin pour obtenir ma réponse. Donc, que vous ayez mis 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 1 demi-mètre, on va tous arriver exactement à la même réponse. Donc, quand il y a des dimensions qui sont inconnues comme ça, on peut facilement supposer par une longueur d'1 mètre comme ça. Donc, de toute façon, ici, on cherche la charge linéique. Donc, la charge linéique, c'est la force divisée par la longueur. Alors, vous voyez que je peux prendre la longueur que je veux. Donc, ici, si je prends la longueur de 1 mètre, on va trouver la force par unité de longueur, donc par mètre de mur. Donc, la brique du mur, on donne les masses volumiques ici, 1900 kg par mètre cube, le béton de la semelle, 2500. Alors, notre première question, quelle est la charge linéique exercée par le mur sur la semelle de béton? Donc, je vais un peu partir de la fin pour voir qu'est-ce qu'on va faire comme calcul. Donc, la charge linéique, c'est la force divisée par la longueur. Bon, on l'a déjà dit ici, la longueur, on va prendre 1 mètre. Donc, ça, c'est réglé. La force, la force, c'est le poids du mur. Et le poids du mur, c'est égal à la masse du mur fois G, la constante gravitationnelle. La masse du mur, ce n'est pas donné dans la question. Rappelez-vous, ce que j'ai, c'est la masse volumique. C'est un petit peu différent. Donc, la masse du mur, à partir de la masse volumique, je peux l'obtenir. Donc, masse égale ρ multiplié par le volume. Ça vient de quelle définition? Ça vient de la définition de la masse volumique. Ρ égale m sur v. Donc, j'ai tout simplement isolé la masse. Donc, la masse volumique, je l'ai. Le volume du mur, lui ici, je vais pouvoir le calculer. Donc, le volume, c'est la longueur fois la largeur fois la hauteur du mur. Donc, maintenant, qu'est-ce qui est donné dans l'énoncé? Ces trois valeurs-là sont toutes données dans l'énoncé. La masse volumique est donnée. G, c'est réglé. La longueur ici, c'est réglé. Donc, on voit que j'ai toutes les informations qu'il me faut pour aller faire mon calcul. Donc, on commence avec quoi? On commence avec calculer le volume du mur. Donc, le volume du mur, on a la longueur, je vous avais dit, on allait prendre une longueur de 1 mètre fois la hauteur du mur, je vais le mettre en mètres, 1,2 mètres, fois la largeur du mur, 0,3 mètres. Donc, ça me donne ici, pour le mur, pour 1 mètre de mur, j'ai 0,36 mètres cubes. Ça, c'est ma première étape. Ma deuxième étape, on va aller calculer la masse du mur. Donc, M égale ρ fois V. Alors, la masse du mur, c'est la masse volumique, 1900 kg par mètre cube, fois le volume, 0,36 mètres cubes. Donc, on voit que les mètres cubes s'annulent. Il me reste des kilogrammes. La masse du mur, ici, c'est 684 kg. La masse du mur, en fait, c'est pour un mur qui a 1 mètre de longueur. Donc, si j'ai un mur de 1 mètre de longueur, il pèse 684 kg. Si je prends une section de mon mur qui a 1 mètre de long, ce sera sa masse. Troisièmement, on va aller calculer le poids. P égale mg.
Donc, en multipliant par 9,8, vous trouvez ici 6703 newtons. Et la dernière étape, bien, la charge linéique. Donc, la charge linéique égale force divisé par la longueur. Donc, on a 6703 newtons. Divisé par quelle longueur? Bien, divisé par 1 mètre. C'était la longueur de mur qu'on avait. Donc maintenant, pourquoi c'était pas important, là, la longueur d'un mètre? Bien, c'est parce que le 1 mètre que j'ai utilisé ici, je me retrouve à diviser par la même valeur ici. Donc, vous pouvez l'essayer avec une différente longueur. Vous allez retrouver la même charge linéique. Donc, chaque mètre de mur où la semelle supporte 6700, pas 6704, 6703 newtons par mètre. À la question B, quelle est la pression exercée par la semelle, excusez-moi, la pression exercée sur la semelle de béton par le mur? Alors, on avait déjà, ben on sait que la pression, c'est une force sur une surface, et la force, on l'avait déjà, ben c'est le poids du mur. Alors, admettons que je prends encore 1 mètre de mur. La masse de ça, c'est quoi? Pas la masse, le poids de 1 mètre de mur, c'est quoi? Ben, on avait que le poids, c'est 6703 newtons. Maintenant, l'air, donc le 1 mètre de mur, si je vous dessine ici un petit peu en perspective, qu'est-ce qu'on va avoir comme surface de contact? Ben, on va avoir ceci. Donc, on a quoi? On a une surface qui a la largeur exacte du mur, donc 300 mm, et on a une longueur ici qui a 1 mètre. Donc ici, ça, je vais aller le mettre en mètres, donc 0,3 mètres. Alors, la pression, tout simplement, exercée par le mur sur la semelle, 6703 newtons, divisé par l'air de la surface ici, donc 1 mètre fois 0,3 mètres. Donc, on a une pression ici de 22 433 pascal. Donc, ça, c'est la pression exercée par le mur sur la semelle. Si je le déposais sur le sol, si je déposais le mur directement sur le sol, c'est ça la pression qu'il exercerait sur le sol. Maintenant, la question C. On va aller comparer, maintenant qu'on a mis une semelle de béton, on a rajouté une semelle, quelle est la pression exercée sur le sol par la semelle? Donc, si on revient en avant ici, on avait 22 000 pascal quand le mur est déposé directement sur le sol. Qu'est-ce qu'on a maintenant quand c'est déposé sur la semelle qui est déposée sur le sol? L'élément clé à comprendre ici, c'est qu'on ne peut pas additionner les pressions. Pression du mur plus pression de la semelle. Ça, là, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Pourquoi? Ben, c'est parce que si j'additionne ça, je me trouve à additionner des forces, oui, mais ne sont pas réparties sur les mêmes aires. Okay? Donc, le mur se répartit sur une petite surface, la semelle sur une plus grande surface. Donc, j'additionne des choses qui devraient pas, qui sont pas réparties sur les mêmes surfaces. Donc, ce qu'on doit faire, puis ce qui est valable, là, ce qui est valide depuis le début du cours, là, c'est qu'on va additionner les forces. Donc, additionner les forces. Donc, les forces, je peux les additionner, ou ça revient à quoi? C'est additionner les poids. Donc, en dessous de la semelle ici, ça supporte quoi? Ça supporte le poids
du mur plus le poids de la semelle. Donc le poids du mur, celui-là, on l'avait déjà trouvé, c'était 6703. 6703 newtons. On va l'effacer. Donc 6703 newtons. Ce qui va nous rester à faire ici, c'est de trouver le poids de la semelle. Ben, on va refaire les mêmes étapes que ce qu'on avait fait en A. Hein, donc, le volume de la semelle. Donc, le volume de la semelle ici, on a 0,15 mètres fois 0,9 mètres. Et la longueur, on va prendre également 1 mètre. Donc, la longueur de la semelle. Ce qui nous fait ici un volume de 0,135 mètres cubes. La masse de la semelle, donc ρ fois le volume, on a ici une masse volumique de 2500 kg par mètre cube. Alors la masse de la semelle ici nous donne 337,5 kg. Et donc le poids, je multiplie ça par 9,8 mg, donc m fois g, on a ici 3307 newtons. Donc le poids total, on a ici le poids du mur plus le poids de la semelle, 3307 newtons. Donc le poids total nous donne ici 10 000. Donc 10 000, oups, désolé, 10 000, 10 newtons. Et donc la pression, donc c'est la force divisée par l'air. Alors la force ici, c'est 10 000 10 newtons divisé par l'air. Ben, l'air de la semelle, on a toujours 1 mètre de longueur, mais cette fois, on a une largeur de 0,9 mètres. Donc, ce qui fait que malgré que la pression et malgré que la force est plus grande, elle se répartit sur une surface beaucoup plus grande. Donc, on a maintenant seulement 11 122 pascal pour la pression exercée par le total. Hein, donc, le mur plus la semelle, lorsque c'est déposé sur le sol, ça exerce une pression plus petite que seulement le mur. La moitié, en fait. La moitié. Donc, plus la pression sur le sol est grande, plus on risque d'enfoncer dans le sol. C'est un peu comme quand vous marchez sur la neige, vous avez des raquettes, la même force est répartie sur une plus grande surface, vous enfoncez moins dans la neige. Donc ici, le muret, en reposant sur une semelle, va moins risquer d'enfoncer dans le sol. Alors, le travail à faire en lien avec la présente leçon. Donc, la leçon 14, vous avez 4 exercices, 1 à 4. Et vous avez également le devoir numéro 1, donc qui porte sur les charges réparties, qui devrait être disponible bientôt ou dès maintenant. Donc, merci. C'est tout.